Bienvenue dans cette quatrième partie dédiée à l'automatisation et à l'autonomie avec des outils avancés et notamment au travers de Home Assistant. Alors, nous étions arrêtés la dernière fois à l'installation des 3 premiers modules, donc il va falloir encore malheureusement un petit peu continuer. Quelques modules qui me paraissent fondamentaux avant d'attaquer un peu le fond du problème sur l'autonomie. Alors, bonne nouvelle par rapport à la dernière fois, mon port Ethernet de mon Orange Pi se remet à fonctionner, donc finalement c'était qu'une fausse alerte. Alors le prochain module que nous allons installer, c'est pour faire ce qu'on appelle un backup ou une sauvegarde automatisée de votre Home Assistant et de tous les modules que vous avez installés, de toutes les bases de données, de tous les fichiers de configuration que vous avez passé beaucoup de temps à créer, de sauvegarder ça de façon automatisée et d'envoyer ces images dans votre Google Drive. Donc ça nécessaire évidemment la création d'un compte Google. Ok, donc c'est libre à vous si vous voulez ou non installer ce module, mais dans ce cas-là, vous soyez conscient que vous envoyez ces données-là dans votre Google Drive. Alors, le module en question, mais c'est un module qui n'est pas officiel. C'est un module en fait fait par un utilisateur avancé. Donc c'est Google Backup. Il en existe un autre maintenant encore plus avancé, avec encore plus d'options, mais je vais m'arrêter quand même qu'à ce premier qui remplit largement les fonctions. Alors, pour y arriver, comme d'habitude, il va falloir aller dans Assayo, d'accord, et puis aller dans Add-on. Alors, je vous ai dit que ce n'était pas un add-on officiel, c'est-à-dire qu'il ne va pas se trouver dans la liste ici, ok, là des officiels. Il va falloir entrer une adresse, une URL qui pointe sur ce module. Alors, généralement, ces modules sont déposés dans des Git, ok, au travers d'un GitHub. Donc, voici le module. C'est le module de Sam Coley, ok, c'est Asio Repository. Et donc, vous copiez cette adresse-là. Ok. Et puis, vous allez la jeter ici dans Add New URL et donc vous cliquez dessus dans Add. Et si tout va bien, vous avez le module qui apparaît. Ok. Et il est installé. Donc, vous cliquez dessus. Ok. Et vous êtes prêt à installer le backup, le système de backup. Donc, on vous dit qu'il va falloir après faire certaines actions. Et ce module est basé sur la technologie REST API qui permet d'aller interroger des serveurs distants, ok, et notamment l'accès à votre Google Drive en lieu de votre place au lieu de le faire à la main. Donc on va cliquer sur Install du module. Voilà, c'est pas très gros, donc ça dure pas très longtemps. Voilà. Et comme d'habitude, il va falloir faire quelques configurations pour complètement déployer et rendre opérationnel ce module. Donc, c'est un système qui permettra de rajouter initialement 2 commandes, une commande de backup et une commande d'envoi de votre fichier, de votre snapshot dans votre Google Drive. Donc, et ça le fait pour vous. Et puis, il suffira d'adjoindre 2 autres scripts d'automatisation pour automatiser ce traitement. Pourquoi pas le faire automatiquement pendant la nuit à 2 ou 3 heures du matin pour vous. Comme ça, vous êtes tranquille en cas de sauvegarde. Donc, ça a encore quelques secondes pour l'installation de ce backup Asio vers Google Drive. Voilà. Et puis, nous serons prêts à aller faire ce qu'il faut pour pouvoir donner les droits d'écriture dans votre répertoire Google Drive. D'accord. Donc, en fait, la majorité des modules, vous allez le voir, fonctionnent en récupérant ce qu'on appelle des tokens ou des API, des clés API, qui en fait sont des clés d'inscription en SSL, grosso modo, qui est donc une clé privée, une clé publique, ok. Et du coup, en adjoignant dans votre fichier de configuration ces clés qui vont être générées, eh bien, vous allez pouvoir donner accès ou utiliser des API externes. Alors, regardons un peu dans le config. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans le front pattern, c'est là où doit extraire les fichiers de snapshot. Effectivement, quand ceux-ci ont été créés, ils se trouvent bien dans le répertoire backup. Je vous ai montré dans la vidéo 3 que chaque snapshot est un fichier pointard qui se trouve dans le répertoire backup. Donc là, vous avez une option, ok,
Et puis ici, vous avez des notions de purge. Alors, vous avez deux types de purge. Vous avez la purge dans votre Home Assistant, c'est-à-dire que au bout du troisième snapshot qu'il a créé, par exemple 3 jours précédents, il va commencer à effacer le quatrième jour, le plus ancien évidemment. Donc comme ça, vous gardez un certain nombre d'historiques, de snapshots, mais pas besoin de garder les 2 mois précédents parce que chaque fois les images peuvent être lourdes. Donc automatiquement pour vous, il va vous effacer, par exemple ici, vous préservez que les 3 derniers backups. Or moi, je vais considérer que je vais en garder que 2. Et puis après, dans Google Drive, alors là, c'est les 12 derniers. Bon, là, on peut dire, bon, on va garder que par exemple les 3 derniers. D'accord? Voilà. Et puis, vous êtes prêt à sauvegarder. Et ce qui va être important aussi, vous voyez que ce module va nécessiter l'utilisation du port 8055. Donc, dès que vous voyez ça, comme ce n'est pas un module Ingress, vous savez que vous allez devoir faire un port forwarding sur votre routeur Internet. D'accord? Donc, allez, on y va, on démarre le service. Voilà. Donc, ce que je vais faire de suite, c'est aller ouvrir le routeur. OK. Donc, moi, je suis en BitBox 254. Voilà, pour aller ajouter ce port forwarding en 8055. Donc, je vais faire schéma de mon réseau, je fais configuration de mon routeur, je clique sur les codes admin et je vais toujours dans NatPat. D'accord, pour lui rajouter. Donc là, j'ai toujours mes listes de tous mes protocoles et j'ai réussi à nettoyer un petit peu. Vous voyez, donc les 2 dernières, c'est celles que nous avons rajoutées la dernière fois, liées à mon Orange Pi. Et puis, je vais rajouter encore une nouvelle règle. Donc, je vais vous montrer exactement comme ça se fait, en tout cas pour mon routeur. Je fais créer une nouvelle règle. Alors, je vais l'appeler Orange 8055. D'accord. Le port TCP, le protocole TCP suffit. Et on va faire un port du 8055. On va sélectionner la machine. Donc pour moi, c'est celle-là. D'accord, c'est mon Orange. Et on reste sur le même port. Donc c'est juste un port forwarding direct. Et donc une fois que c'est fait, je fais valider. Et normalement, cette nouvelle règle va apparaître tout à la fin, dans la dernière règle. Vous voyez ici qui apparaît. Voilà, donc je viens de réaliser le port forwarding. Alors peut-être avec notre routeur, ça sera un petit peu différent, mais l'esprit est là. Alors, on retourne maintenant dans ma assistant, d'accord? Et je peux maintenant ouvrir le Web UI ici. C'est ce que nous allons faire. Donc là, il va vous demander d'aller autoriser l'accès de votre Google Drive. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons cliquer sur Authorize. Et là, automatiquement, il va vous demander d'aller sélectionner votre compte Google. Donc, moi, je sélectionne le mien. OK. Là, vous cliquez de autoriser. Voilà. Et puis, vous allez identifier ce code-là. Donc, vous copiez, vous cliquez ici, c'est copié. D'accord. Et puis, ce mot de passe-là, ben, il va falloir le rentrer à un moment donné dans la configuration. D'accord. Donc, on vous demande ici maintenant de récupérer le mot de passe. C'est ce que je fais. Je le jette ici dans Ingest Code. Voilà. Et donc maintenant, j'ai une adresse ici, il va falloir que j'utilise pour faire le backup, c'est-à-dire l'envoi du snapshot automatiquement de mode Google Drive. D'accord, ben, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est celle-ci, cette commande-là. Et you can use, voilà. Donc, directement. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à faire, éventuellement, eh ben, la configuration de Home Assistant, puisque c'est pas fini. Nous n'avons pas tout à fait fini. Et nous devons, maintenant que c'est fait, rajouter des choses dans configuration.yalm. Donc, nous allons y aller. Et je vais rajouter ici, donc je suis bien sur le fichier configuration.yalm qui se trouve dans config. Alors, comme j'ai pris des petites notes, voilà, je vais rajouter dans configuration.yalm la nouvelle commande qui vient d'être faite. Voilà. Donc c'est une commande REST, puisque on attaque par REST API.
Et donc c'est pour ça que vous avez la création d'un objet REST commande, une commande REST, qui va s'appeler Google Backup, hein, donc il va bien envoyer le snapshot créé par un script d'automatisation vers votre Google Drive, d'accord. Et celui-ci, ce backup, nécessite deux variables, l'URL. Alors, comme vous commencez également à comprendre, je ne mets rien en clair dans configuration.yan, je renvoie de suite dans secrets.yan, par exemple mon URL qui va pointer vers mon répertoire Google Drive. Et puis j'ai un timeout, d'accord. Donc si au bout de 300 secondes il n'arrive pas à se connecter, il laisse tomber l'affaire. Alors voici le fichier de configuration. Je n'oublie pas de le sauvegarder là-haut, voilà, d'accord. Et puis il nous manque à modifier un petit peu finalement à définir dans secret.yaml que vaut cette variable secret underscore URL underscore GB pour Google Backup. Alors on y va, d'accord, et on va aller dans secrets. Voilà. Donc on avait déjà base URL, il suffira de rajouter cette nouvelle commande. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais la définir. Voilà. Cette URL, c'est celle qui vous a été donnée dans... Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire. Ici. Voilà. Donc c'était celle qui vous a été donnée ici. Regardez. etunomy.dns.org en port 8055 GB do backup. C'est exactement celle-ci que je nomme URL-GB. D'accord. Donc je sauvegarde. Voilà. Et je vérifie bien que j'ai bien mis le bon nom de variable dans configuration. Voilà, secret URL GB, tout est bon. Donc je suis prêt à redémarrer Home Assistant, toujours important. Après, dès qu'on touche un fichier configuration, quel que soit, il faudra redémarrer le Docker du Home Assistant. Donc je vais dans configuration générale et puis je vérifie quand même la configuration pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Tout est bon. Et je redémarre le serveur, donc le Docker du serveur. Je perds donc la connexion en bas à gauche, comme vous le voyez, et au bout de quelques secondes, normalement, je devrais retrouver la connexion. Bon, alors ça veut dire que quand ça va fonctionner, normalement, je vais avoir une commande qui permet d'envoyer dans Google Drive mon fichier snapshot. D'accord. Et il va falloir aussi que, préalablement, que j'envoie la commande qui crée le snapshot, c'est-à-dire le point de sauvegarde. Alors ça, cette dernière commande, en fait, elle est de base dans Home Assistant. Donc c'est ce que nous allons voir. Par exemple, quand nous allons dans l'onglet Service, vous allez voir que on avait un SIO. Vous allez voir snapshot full. Donc ça, c'est pour créer un snapshot full, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a dans Home Assistant. D'accord. Donc celle-ci était de base. Mais maintenant, vous en avez un nouveau qui s'appelle REST qui va apparaître. Voilà. Voilà. Ça, c'est un nouveau service qui a été rajouté par ce module-là qui même maintenant va pouvoir envoyer ce fichier dans votre Google Drive. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste un peu à intégrer un peu ces automatisations, créer nos deux premières automatisations. Alors, comment on va faire? On va aller dans le configurateur. Et on va créer, si ce n'est pas déjà fait, le fichier automatisation. Donc on clique ici pour aller naviguer et dans automatisation, il existe déjà, donc pas besoin de le créer. Nous allons trouver un fichier vierge. D'accord? Bon, on va l'effacer et on va sauvegarder et on va créer nos deux premières automatisations. Alors, on y va. Je vais recopier le code qui va bien. Voilà, et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Voilà. Je recopie. Hop, tac. Et je jette ici, dans le point YAML, ces deux commandes, j'enregistre. Allons un peu décortiquer ce qui se passe dans ces deux fiches, dans ces deux automatisations. Alors, hop, je ne me perds pas. Voilà, on y va. Donc la première automatisation, merci Paradis Artificiel, parce que je l'ai directement copié de ta chaîne, s'appelle création quotidienne d'un snapshot. Alors, donc ça, c'est le nom de l'automatisation qui va apparaître dans Home Assistant. Donc, vous voulez ou non lancer ou arrêter ou démarrer comme un script d'automatisation.
Donc, vous avez un état initial qui est à on et le trigger, c'est-à-dire ce qui va déclencher le lancement, l'exécution de cette automatisation. Vous voyez, c'est le temps. Donc, le trigger d'automatisation qui va déclencher l'exécution de cette première automatisation, c'est le temps. Et pour être plus précis, je le déclenche, c'est-à-dire la création du snapshot complet à 3 heures du matin. Donc, je suppose qu'il n'y a pas trop d'activité. Et voilà. La condition. Alors, je vais rajouter des conditions qui vont être également sur le temps. Et je vais rajouter plus précisément une notion de temps sur des jours. Et je vais lister, dès qu'il y a des tirés, ça veut dire que c'est une liste, d'accord? Je vais lister tous les jours de la semaine, ou en tout cas les jours où j'ai envie de sauvegarder. Donc ici, je vais mettre les 7 jours de la semaine en commençant par lundi. Donc Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Ce sont les acronymes des jours de la semaine en anglais. Donc, une fois que la condition de temps, donc à peu près on va dire tous les jours, qu'est-ce que je vais faire? Donc la condition, quand la condition sera respectée, je vais faire service, c'est ce que je vous ai montré, je vais appeler le service Assaio Snapshot Full, que je vous ai montré, qui est intégré de base dans Home Assistant, d'accord? Et je vais lui mettre une petite option dans l'appel de ce service, c'est le nom du fichier de snapshot. Je vais également l'écrire dans le nom du fichier de sauvegarde. Je vais lui mettre un peu la date, ok, dans le nom du fichier, dans le fichier tar, pour que vous soyez retrouvé, tiens, ben, j'ai une sauvegarde qui date de tel jour, etc. Bon, voilà la structure d'une première automatisation. Donc, ça commence par alias, d'accord? Et puis, j'ai une suite d'instructions. Attention avec les fichiers YAML, faites bien attention aux espaces à l'indentation, d'accord? Donc, respectez bien celle-ci. Je donnerai ce script-là, évidemment, dans la partie vidéo, en dessous dans la partie commentaire de la vidéo YouTube. Donc, on est maintenant parti pour définir le deuxième script d'automatisation. Donc, on vient d'automatiser à 3 heures du matin la création du snapshot. Maintenant, on va devoir l'exporter dans Google Drive. Donc, c'est ici, l'alias, c'est sauvegarde quotidienne du dernier snapshot vers Google. L'état initial, c'est on. Le trigger, c'est toujours sur l'heure. Et cette fois-ci, vous voyez, entre 3 heures et j'ai mis à 6 heures du matin. Alors, pourquoi j'ai mis 3 heures d'écart? Il se peut qu'au bout d'un moment, vous avez tellement d'entités, de capteurs, etc., que votre fichier de base de données est assez gros. Et donc, vous allez mettre du temps à créer cette archive. Donc, même des fois, 1 heure, ça ne suffit pas. Donc là, j'ai laissé 3 heures. J'ai laissé du délai pour être sûr qu'il est fini de créer ce point tar. D'accord? Conditions, ben, les mêmes que tout à l'heure. Je vais les créer tous les jours de la semaine au niveau de l'exportation dans mon Google Drive. Et le service que j'appelle, ok, ben c'est un nouveau service qui a été rajouté, merci au module de Sam Cowley, c'est le REST commande Google Backup. Bon, on sauvegarde, toujours pareil, ici c'est sauvegardé, on va dans configuration, on va dans général, on vérifie la configuration et je redémarre le serveur Assaio. Hop. Toujours, vous voyez, chaque fois, c'est un peu enquiquinant, mais il va falloir un peu redémarrer un peu les choses chaque fois que nous faisons quelque chose. Alors, nous arrivons quasiment au bout de l'automatisation. Donc, on vient d'installer le module, on a configuré, on a créé, donné les droits à l'accès à notre Google Drive. On vient de définir les 2 premières automatisations, d'accord? Et ce qu'on aimerait bien, c'est avoir sur notre Home Assistant finalement la liste des automatisations qui sont en cours, un jour d'avoir un bouton d'interrupteur, quelque chose de visuel. Eh bien, nous allons faire pour la première fois l'ajout sur notre première page, un peu de ces parties-là sur les automatisations. Donc, on va aller dans l'aperçu. Voilà. Alors, ce premier panneau a été rajouté automatiquement. Et donc, ça concerne les automatisations. Alors, je vais commencer maintenant à prendre quelques minutes pour vous montrer un peu la puissance d'Home Assistant. Donc, ce que vous allez avoir, c'est différents panneaux et comment les rajouter dans chacun de ces panneaux, les différents éléments d'affichage. Donc ça, pour l'instant, ça a été fait automatiquement. Alors, déjà, vous allez devoir cliquer, en général, pour éditer chacun des panneaux, là-haut, ici, sur les 3 points. Et vous avez, alors je vais déplacer, configurer l'interface utilisateur. C'est ce que je vais faire. Et il va vous demander est-ce que vous voulez prendre le contrôle. Je vais dire oui, prendre le contrôle. Voilà. Donc là, du coup, vous allez pouvoir éditer.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément effacer celui-ci. Alors, je dois avoir un moyen d'activer, annuler. Il doit avoir un moyen d'effacer celui-ci. Donc, normalement, il est vierge et je vais vous montrer un peu comment on modifie un panneau. Déjà, on va lui donner un nom à ce premier panneau. Et là, par défaut, il s'appelle Home. Donc ici, ça va un peu être le panneau qui va résumer un peu tout votre environnement, votre maison, votre production, comme je disais. Donc je vais l'appeler maison plutôt. Voilà. Et on peut choisir un icône. Alors un icône, du coup, ça va être un symbole. Au lieu d'avoir écrit en maison ici, bah, vous pouvez lui mettre un petit logo, ok. Et donc il y a une page web où aller récupérer ces petits logos, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ça doit être en MDI de points pour lui dire d'aller chercher un icône et vous allez donner le nom de l'icône. Alors quand je veux une maison, bah, je vais l'appeler homme. Voilà. Je sauvegarde. Donc vous voyez maintenant au lieu d'écrire maison, il m'affiche le logo maison. Donc maintenant je veux par exemple avoir une partie de cet écran où il y aura une genre de carte où je vais avoir tous les scripts d'automatisation qui vont apparaître. Alors je clique ici sur plus et je vais avoir apparaître toutes les différentes cartes de base qui sont accessibles dans mon assistant. Donc vous avez des cartes de météo, des cartes d'alarme, des jauges, c'est-à-dire des jauges à curseur comme ça rotatif, etc. On va en présenter, on va aller voir au fur et à mesure. Et je vais rajouter de suite la carte entité, d'accord. Et là, je vais l'appeler automatisation, d'accord. Alors, je vais lui autoriser ou non au niveau du panneau d'arrêter toutes les automatisations simultanément. Alors, si je veux autoriser ou non cette option, je laisse appuyer Show Either Toggle. Sinon, si je n'autorise pas que tous les scripts d'automatisation soient arrêtés simultanément ou démarrés simultanément, j'enlève celui-ci et il n'apparaît pas. Et puis maintenant, je vais rajouter les entités. Alors les entités, je vous ai dit, c'est soit des capteurs, soit des actionneurs, mais ça peut être aussi des scripts d'automatisation. Et donc, vous voyez, je vais apparaître, création ici d'un snapshot, je le fais apparaître, et je vais rajouter un deuxième, la sauvegarde quotidienne. Je fais enregistrer, et je viens donc de créer mon première entité, ici, où je peux arrêter ou non le script d'automatisation qui va être créé à 3 heures du matin, mon snapshot, ou arrêter ou non pour celui-ci, à 6 heures du matin, l'exportation de ce snapshot vers Google Drive. Donc j'arrête l'édition, je clique sur 3. Voilà, je suis donc sur ma première carte de base dans Home Assistant. Voilà, on commence à personnaliser. Maintenant, bah, il nous reste encore un module, au moins un module important à installer, c'est Mosquitto MQTT. Alors, qu'est-ce que c'est ce Mosquitto MQTT? D'abord, qu'est-ce que c'est que le protocole MQTT? C'est un protocole de communication entre différents appareils et qui permettent de passer par message les paramètres importants, par exemple d'un capteur, vers, on va dire ici, Home Assistant. Alors, il faut savoir que dans les appareils que nous allons utiliser pour connecter nos capteurs, ceux-ci seront généralement associés avec un ESP 8266 ou un ESP32. Alors un ESP 8266, en voilà un. Voilà. C'est ce genre de petit appareil, ici, avec un port USB. Et là, je l'ai mis sur une breadboard pour faire des petits montages. Mais bon, vous avez donc ici, au bout, là, ici, l'antenne 2,4 qui est une antenne patch. Et ce qui est bien avec ce genre d'appareil, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un flasher spécifique pour flasher un nouveau firmware. Vous le uploadez au travers du port USB. Alors, ce genre d'appareil, il va être placé in situ, par exemple, près de votre panneau électrique, panneau solaire, votre pompe de puits, que sais-je encore, d'accord, près de votre capteur de température, ou qui relève la profondeur de l'eau. Et donc, c'est lui qui va aller communiquer les informations collectées par les capteurs vers votre boîte Home Assistant. Alors, il a plusieurs possibilités de le faire, et une façon de le faire, c'est par message MQTT. Donc, c'est un protocole de communication spécifique, et du coup, pour parler ce protocole, il va falloir flasher, c'est-à-dire mettre à l'intérieur de cette carte un programme qui parle le MQTT. D'accord? Donc, parmi ces programmes, ce que je vais appeler un firmware, vous en avez plusieurs.
Vous avez probablement le plus connu, c'est Tasmota. Donc c'est vraiment fait pour ça. Donc ce Tasmota inclut un client MQTT. Il y en a d'autres. Vous avez aussi ISP Urna, donc aussi, qui inclut un client MQTT. Et enfin, vous avez ISP Easy aussi, qui inclut un client MQTT. Bon, moi, je vais plutôt, lorsque je vais faire dialoguer mes capteurs et l'ESP avec Home Assistant, quand je vais devoir utiliser le protocole MQTT, je vais plutôt utiliser Tasmota comme firmware. Attention, il est maintenant apparaît un nouveau système de communication qui n'utilise plus les messages MQTT, d'accord, qui va directement faire un dialogue sans fil avec une sorte de serveur WAM intégré, qui va utiliser le module intégré dans mon assistant qui s'appelle ISP-Home, d'accord. Mais pour l'instant, je vais présenter comment configurer ces genres de ESP avec Tasmota. Donc ces firmware intègrent un client MQTT, donc il va falloir que au niveau de ma boîte Home Assistant, eh ben, j'ai le serveur MQTT, c'est-à-dire celui qui reçoit les messages de mes différents capteurs et qui décode ce message pour aller extraire les informations utiles. Donc, j'espère que vous avez compris la philosophie. Et pour cela, on va installer un module alors ça s'appelle pas un serveur, mais ça s'appelle un broker MQTT. Donc, on va dans Asayo. OK, et on va dans Add-on Store. Et le broker MQTT, il est officiel, c'est un des modules de base. Vous allez le trouver ici, c'est Mosquito Broker. Donc, vous cliquez. Première étape, on appuie sur Install, on va l'installer. Alors, il va avoir quelques configurations à faire, voilà. On y va, on a le fichier de config ici. Alors, par défaut, sur ce fichier de config, vous voyez qu'il autorise des connexions anonymes entre votre client MQTT, c'est-à-dire votre ESP. Il n'aura pas besoin de s'identifier au niveau de votre broker pour pouvoir envoyer des données. Alors, bon, normalement, c'est dans votre réseau local, il n'y a pas de raison d'être suspicieux. Mais je vous le conseille pas, et puis je vous rajoute de rajouter toujours une couche de sécurité. Ça veut dire que l'on va refuser en fait la connexion en anonyme, d'accord? Alors, je vais vous copier-coller la petite modification de la config pour justement faire une connexion avec un nom d'utilisateur. Donc il est là, ok, je vais recopier ça. Vous allez voir, s'il y a très peu de changements. C'est au niveau du login, ok, où on va maintenant mettre un identifiant. Donc ici, je vais dire que le login qui était vide, je vais lui mettre un nom d'utilisateur pour la connexion, je vais l'appeler Mosquito, et le mot de passe Mosquito. Donc du coup, je n'autorise plus la connexion en anonyme, c'est-à-dire sans login password, voilà, et je laisse les défauts tels que c'était. Autre remarque importante, alors je sauvegarde, je fais save. Autre remarque importante, vous voyez qu'ici, au niveau du réseau, j'ai 4 ports à aller ouvrir. Bon, et ben c'est parti. Vous commencez à connaître la chanson. On retourne dans Bbox et on va rajouter les 4 règles. C'est parti. Allez, je fais créer. Alors, c'est orange, je ne sais plus lequel. J'ai déjà oublié. Excusez-moi. 1883. D'accord. 1883. Donc, on laisse le port TCP. Le port destination, c'est 1883. L'adresse IP, c'est celle de ma machine Orange Pi. Et on fait un simple port forwarding. Hop, on valide. Envoie la pour une. Voilà, normalement, elle est là. Elle apparaît en bas. Allez, on va rajouter encore la deuxième. Donc, vous avez compris la musique. Orange 1884, si je ne me trompe pas. On va laisser en TCP 1884. L'IP de la machine, c'est celle-ci. Voilà. Et je clique tout en bas, je fais valider. Donc, vous voyez, chaque fois, elles apparaissent par en bas. Donc, vous voyez, la 1984, elle apparaît en bas. Qu'est-ce qui me manque? C'est 8883, me semble-t-il. C'est exact. Allez, c'est parti. On va faire créer Orange 8883. On va mettre en TCP. On va faire le port
8883. 3. On va sélectionner la machine qui va bien. 8883. On va tout en bas. On valide. Allez, encore une petite règle pour la route. Orange. 8884. D'accord, on fait le port TCP, peu importe, 8884. On sélectionne l'IP de l'Orange Pi, 8884. OK, et on fait valider au bout. Voilà, là, je viens de faire mon port forwarding pour mon routeur. Je suis tranquille pour mon broker MQTT. Donc, nous sommes prêts à démarrer maintenant mon module. Et donc, je fais Start. Toc. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder quand même un peu les logs. Mon Home Assistant est prêt à collecter des informations qui seraient transmises par ces genres de petits modules avec un firmware style Tasmota intégrant un client MQTT. Et donc, ça sera l'objet un peu de quelques automatisations de l'autonomie parce que je vais en utiliser pas mal de ces petits boîtiers avec des capteurs. On va mesurer ce qui arrive à votre tableau électrique, etc., 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 les débitmètres, sonde de température, etc. Donc, ce client-là, ce module-là est fondamental. Donc, moi, j'ai envie d'un peu commencer à continuer les personnalisations de ma première page Home et rajouter notamment des choses un peu sympas. Et je pense notamment à un badge, une carte qui va vous indiquer les conditions météo liées à votre adresse. Donc, ça ne va pas utiliser un capteur existant, mais on peut aller interroger un service de météo. Ok, alors c'est pas celui de Météo France, c'en est un autre, ça s'appelle Dark Sky, mais qui va si vous donnez les bonnes coordonnées de votre maison, eh bien, ça va vous sortir les prévisions météo et plein de chiffres météorologiques de prévisions pour les jours à venir et sur pas mal de valeurs météorologiques. Allons regarder ça. Alors, notre première page est plutôt vide. On a 3 malheureux badges, une première carte avec 2 petits scripts d'automatisation qu'on peut activer ou non. Ça serait bien un peu de commencer à habiller cette première page. Évidemment, on peut en créer d'autres, des pages, des onglets, mais on va commencer et on va rajouter ce petit module météo. Donc pour cela, on va aller interroger ce qu'on appelle le module Dark Sky et son API, son protocole de communication et de développement. Et vous allez chercher sur Internet le Dark Sky API, d'accord? Et donc vous devrez arriver sur cette page-là. Et du coup, je suis déjà logué. Vous allez donc vous signer la première fois. Et puis après, vous vous connectez. Donc, OK. Donc, moi, je vais mettre mon adresse mail et avec mon mot de passe. Et normalement, vous allez devoir créer une clé. Une clé où vous allez devoir, d'accord, et cette clé, elle est là. D'accord. Et cette clé, en fait, elle va vous renseigner aussi, quand vous allez la créer, vous allez devoir renseigner là où vous habitez. Alors, c'est assez important. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? Donc, cette clé, ce token, ça va être à mettre après dans Home Assistant. Donc, ça va vous autoriser à aller interroger ce serveur Dark Sky API. Mais en plus, regardez comment ça se fait. Il va falloir indiquer les coordonnées de votre habitation. Alors, ne vous inquiétez pas, Home Assistant s'en charge pour vous, puisque vous avez renseigné lors de la première création de la première connexion. Généralement, vous avez localisé plus ou moins bien votre habitation. Donc, du coup, il connaît votre longitude et latitude. Donc, il sera capable d'aller vraiment demander la prédiction météo en votre point d'habitation. D'accord? Donc, on copie ce message-là. OK, il va falloir le recopier. Donc, on y va. On va aller rajouter un nouvel objet qui est un objet type météo, donc en anglais weather. Et où c'est qu'on va aller? Je vous donne dans le mille. On va aller dans configuration.yal. D'accord? Donc, on va dans configuration. Ah, là, on était dans automatisation, donc on va ouvrir configuration. OK. Et puis, on va mettre le modèle météo. Bon. Alors,
Là encore, on le met dans Home Assistant. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Je l'ai déjà recopié. On va mettre ça. D'accord. On va mettre ce mot-clé. Voilà. Donc, on crée un objet Weather, et en particulier, qui va utiliser la plateforme Dark Sky. Et là, je vais mettre mon API key, et je le mets dans le répertoire secret, d'accord, sous le nom de la variable Dark Sky underscore API key. Donc, il me reste ça à définir. Donc, j'enregistre ici. D'accord. Et attention, le mode d'interrogation, c'est daily, tous les jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Dark Skynet, vous avez droit jusqu'à 1000 interrogations par jour. Donc, et en valeur moyenne, il le fait toutes les 300 secondes et que ça, à peu près comme ça. Donc, ça en fait à peu près 500 par jour. Donc, ça va, vous êtes sous la limite des 1000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ouvrir le fichier secrets.yam, d'accord? Et on va rajouter une nouvelle entité qui est ici, qui s'appelle darkskyAPI.net. Donc on y va, et on copie. Voilà. J'enregistre, donc c'est bien la variable darksky underscore API.key, et je mets la clé que vous a donné le site Dark API. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dès que je modifie un fichier de config, il va falloir que je reboote. Donc, je vais dans Configuration, Général, je fais une petite vérification de la configuration. Voilà, tout va bien. Et je vais redémarrer le serveur. Donc, quelques secondes. Une fois que l'entité va être définie, alors comment on va vérifier que l'entité va être bien définie? Eh bien, normalement, si tout va bien, elle devra apparaître ici dans l'outil liste exhaustive des entités. Donc ça, c'est un moyen de voir si vous avez bien défini vos entités. D'accord, donc encore quelques secondes avant de finir de booter. Mais ça va assez vite, normalement, quand votre Home Assistant est relativement vide, comme c'est le cas, même si on vient de rajouter quelques modules. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, si vous avez bien renseigné votre coordonnée de maison, plus ou moins bien, eh bien votre Dark Sky va être interrogé sur ce point-là. Donc vérifions que le module a bien été rajouté. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, ça commence à se remplir. Et qu'est-ce qu'on voit? Tiens, une nouvelle entité Weather Dark Sky où j'ai plein d'informations, j'ai la température, humidity, etc. Donc les données sont déjà arrivées dans mon assistant. Il ne me reste plus qu'à faire la petite jolie carte d'affichage sur mon premier panneau. Là. Donc on retourne dans l'aperçu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais me mettre de l'autre côté, ici. Alors je me mets en mode édition. Et donc je suis prêt à rajouter une carte. Et là ça tombe bien, puisque j'ai une carte qui s'appelle Weather Forecast, qui tombe bien. Voilà. Je vais l'appeler météo. Vous mettez le nom que vous voulez. Et je vais chercher l'entité, darkskynet.weather. Je fais enregistrer. Et voilà ma nouvelle carte qui apparaît automatiquement. Alors je quitte le mode édition. Voilà. Qui apparaît dans ma première page. Donc je viens de rajouter une carte qui est assez sympa. Vous avez donc 39 degrés, l'humidité, etc. Les prévisions sur quelques jours. Donc déjà, si vous voulez, par exemple, commencer à faire d'autres scripts d'automatisation en fonction de cette condition de météo, vous les récupérez puisque vous avez également dans votre système toutes les informations. Donc c'est assez sympa. Et puis on va peut-être commencer aussi à rajouter une autre carte qui est un peu liée à l'autonomie. Si vous avez un compteur Linky, ça serait bien d'aller récupérer quelques informations qui sont issues du site Enedis. Si vous avez bien fait les choses, vous allez voir qu'on va pouvoir les importer dans Home Assistant. Alors, l'ajout de cette nouvelle composante, c'est une carte un peu personnalisée qui permet de récupérer les informations du Linky depuis le site Enedis. Alors déjà, il faut savoir que le site Enedis est souvent offline, je ne sais pas, parce qu'il reçoit peut-être trop de requêtes. Et donc, des fois, ne soyez pas étonnés que votre Home Assistant ne soit pas mis à jour avec les dernières données de Enedis, parce que le serveur, il est à plat. Donc, normalement, vous devez aller sur Enedis espace client. Encore, je vais essayer d'y accéder. Je promets rien, puisque des fois, j'ai des timeouts parce qu'il a du mal à se connecter. D'accord, donc c'est peut-être le cas.
Mais par contre, ce qui va être sûr, c'est que par défaut, dans le site de Enedis, quel que soit le prestataire que vous êtes, moi je suis pas chez EDF, mais Total, je crois, il va falloir activer une option qui permet de dire d'aller récupérer les informations toutes les 30 minutes. D'accord. Donc par défaut, cette option n'est pas cochée. Attention, ça veut dire que vous engagez aussi que ces données soient collectées par votre Linky. Ça, là encore, c'est libre à vous. Mais bon, si vous n'avez rien à cacher, et si vous voulez aussi savoir des informations, comment, d'un point de vue Enedis, c'est-à-dire qui va me facturer, comment est vue ma consommation. Hein, d'accord. Donc, je commence un peu à faire du teasing, mais on va voir après dans un petit moment, grâce à ces ESP, comment vous contrôlez par vos propres moyens votre consommation. Et donc, vous allez pouvoir mettre un peu en correspondance ce que Enedis me facture et ce que moi je mesure. Donc, il faut aller voir s'il y a des écarts ou non, etc. Ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, le système de Enedis ici, il a l'air à plat, il est complètement offline. Alors, j'ai réussi plus ou moins à me connecter sur le site de Enedis. Voilà. Et ce qui va être important, c'est que vérifier que dans consommation ici, gérer ma consommation horaire. Là encore, je ne sais pas si je vais pouvoir accéder tellement le site est lent. Ah, là, j'ai l'air d'y aller. C'est que vous devez vérifier que l'enregistrement de la consommation horaire dans le compteur Linky, vous devez que ça soit accepté. Collecte de ma consommation horaire dans le système d'information Enedis, il faut que ça soit activé. Alors attention, quand vous activez, ça prend quelques temps pour que ça soit validé. Hein. Donc ça veut dire que si vous faites la manip de suite sur Home Assistant, tant qu'Enedis n'a pas validé ça, vous ne pourrez pas collecter les données. Hein. Donc il se peut qu'il y ait 24 heures ou 48 heures le temps qu'Enedis fasse la prise en charge de la validation de ces options. Donc vous voyez ici mes statuts, transmission récurrente de ma couche consommation à mon fournisseur, vous faites actif, actif. Voilà, et relation avec des tiers, là encore, vous devez que ce soit actif. Donc c'est sûr, vous autorisez le flicage complet. Bon, voilà, après, c'est un peu pour ça que le Linky a été vendu. Voilà, et donc, maintenant que c'est fait, que vous êtes sûr d'avoir validé toutes les options, on peut aller maintenant regarder comment configurer les choses. Alors, pour activer le Linky, en fait, dans Home Assistant, vous avez un module officiel Linky. Donc, un objet Linky que vous pouvez utiliser dans configuration et rajouter dans Elian. Comme tout à l'heure, on a vu un objet Weather. Donc ici, vous pouvez utiliser l'objet Linky officiel. Il faut savoir que cet objet officiel ne récupère que la consommation de la veille. C'est tout. Or, en fait, il existe un module alternatif qui a été développé qui permet de récupérer aussi d'autres informations, donc qui va enrichir un peu la présentation. Donc c'est ce module-là un peu customisé que je vais plutôt utiliser et vous montrer. Alors, d'abord, il va falloir installer des choses dans Home Assistant. Alors, pour installer le composant un peu adapté du Linky, il va falloir copier des fichiers, des scripts Python, dans un sous-répertoire de Home Assistant, donc toujours dans Config. Il va falloir, comme c'est un module qui est un peu fait par des utilisateurs, l'installer dans un sous-répertoire qui s'appelle Custom Components, d'accord? Et en particulier, à l'intérieur de celui-ci, c'est le Linking Custom. Donc c'est ce qu'on va faire. On va devoir naviguer avec votre Samba. Vous allez dans votre répertoire config, hein, donc vous allez dans config, et vous allez devoir créer un nouveau répertoire, parce qu'il n'y en a pas encore, qui s'appelle Custom Components. Donc je le crée ici, ce nom de répertoire. Voilà. Pour avoir l'orthographe exacte. Donc je crée ici un nouveau répertoire, Custom Components, d'accord. Et à l'intérieur de celui-ci, je rentre dedans, je crée un autre sous-répertoire, pardon, excusez-moi, qui s'appelle Linking Custom. D'accord. Et je crée encore un nouveau répertoire qui s'appelle Linking Components. D'accord. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais mettre ces fameux scripts Python qui permettent d'aller se connecter à Enedis en votre place. Donc, ces fichiers-là, ils se trouvent chez moi. Voilà. Alors, ils se trouvent ici, pour être plus précis. Voilà. Donc, je les ai mis dans un zip. Je vais les dézipper et je vais les jeter dans mon Home Assistant. Alors, il y en a trois. Il y a init.py, manifest.json. Excusez-moi. Je prends les trois et je les jette ici. Je les recopie. Voilà. Donc, là, ils sont copiés. Donc, ça, c'est le module qui permet d'aller interroger. Maintenant, il va falloir installer un autre module
qui permet d'afficher les informations. Alors, il n'existe pas de carte Linky avec des jolis affichages. Il va falloir installer une carte qui a été faite par un utilisateur qui permet de faire cet affichage. Et donc, cette carte qui permet de faire des affichages, typiquement, ce sont des fichiers CSS et des JavaScript. D'accord? Donc, celui-ci, ces fichiers-là, s'affichent par contre dans un sous-répertoire 3W. Alors, allons installer ces fichiers liés à la création d'une carte personnalisée pour notre compteur Linky. Donc on va aller toujours dans ce répertoire config. Voilà. On va créer maintenant un répertoire 3W. Voilà. 3W. Et on va aller mettre à l'intérieur nos fichiers d'affichage, donc un point CSS et un point JavaScript. Voilà. Donc on y va. Et là, ils sont également recopiés depuis un autre zip qui était ici. Voilà, je les prends, je les recopie. Voilà, ils sont recopiés. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir définir le capteur d'un point de vue Home Assistant, donc au travers des fichiers de configuration YAML. Alors, une fois que les deux fichiers sont copiés, eh bien, on va aller devoir ajouter des éléments pour définir. En fait, c'est un nouveau capteur, c'est un capteur Linky. Et donc, j'aurais pu le définir ici dans le capteur, ici, rajouter avec un nouveau tiret la nouvelle plateforme du Linky. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, bon, vu que je vais définir par la suite beaucoup de capteurs, c'est d'aller séparer la définition des capteurs dans un fichier sensors.yam. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais devoir un peu enlever ici les informations de la plateforme YR. Ok, et je vais dire ici que les capteurs, ça va être défini maintenant par la suite dans tout ce qui est sensors.yam. Okay. Donc là, il va me dire qu'il y a une erreur parce que j'ai défini deux fois sensor ici et ici. Il n'en faut qu'un chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever ici. D'accord. Et je vais effacer ici le plateforme. Ok. Voilà. Donc là, il va être content. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, je vais browser, je suis à la racine et je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler sensors au pluriel .yalm. Hop, je le crée. Voilà. Et donc, normalement, il apparaît en dessous. Le voici. Et qu'est-ce que je fais? Je colle de tout à l'heure le plateforme.yr. .yr, voilà. Donc là, c'est le capteur que j'avais préalablement dans configuration.yam. Je le mets ici. Donc, quand il est dans Sensor, on ne met plus Sensor. C'est pas la peine de doubler deux fois. Et donc là, maintenant, on va rajouter la définition du Linky. Le Linky qui est ici. Donc, c'est une nouvelle plateforme. Voilà. Et je rajoute ici. Voilà. Donc là, c'est un autre tiré, donc c'est un nouveau capteur qui s'appelle Linky Custom, pour dire que c'est pas le module capteur Linky officiel, mais la version améliorée. Je vais devoir lui mettre un Linky username et un Linky password qui va être défini dans Secrets, d'accord. Les peak hours, c'est les heures pleines, donc c'est la plage horaire des heures pleines. Pour moi, c'est entre 6 et 23 heures. Alors, je sais que certains d'entre vous ont deux horaires d'heures creuses, donc il va falloir mettre une liste ici, vous rajoutez un autre tiré et un autre, comme ça, voilà, vous faites l'autre intervalle entre crochets de la deuxième plage d'heures creuses, hein, ou le complémentaire des heures creuses, pour être plus précis. Bon. C'est à vous de voir, mais c'est pas très compliqué, vous inspirez de là. Enfin, vous pouvez mettre le prix des heures pleines, le prix de l'électricité, et le prix en dessous des heures creuses. Donc, il me reste à définir ici dans Secrets, donc je vais devoir ouvrir Secrets, et définir la variable Linky username, et vous allez devoir mettre le nom de mail que vous utilisez pour vous connecter à Enedis. D'accord? Et dans Linky password, vous allez mettre le mot de passe qui vous permet de vous connecter à Enedis. Donc, vous ouvrez Sensor secret.yam pour le faire. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de vous donner mes identifiants Enedis. D'accord? Donc, mais vous avez compris un peu, c'est rien de plus. Vous définissez dans Secrets Linky underscore username 2 points les mails de connexion et en dessous Linky underscore password 2 points le password qui vous permet de vous connecter. Vous sauvegardez. Alors, je l'ai fait. Alors, on a presque fini, j'allais dire.
on va vérifier quand même que notre configuration nous dit que tout va bien. Alors, on va aller dans configuration, on va aller dans général, on va vérifier la configuration. C'est validé. On va devoir rebooter. Une première fois, redémarrer le serveur. Et il nous restera encore une toute petite étape de configuration pour lui dire d'aller faire le lien dans notre Lovelace UI, donc c'est l'interface des cartes, hein, grosso modo, des ajouts de cartes, pour lui dire qu'il y a une nouvelle carte à aller chercher. Et donc il faut lui dire que dans notre interface où il y a tous les modèles de cartes, il dit ben il y en a une nouvelle. Alors on va redémarrer. Voilà. Ça va prendre quelques secondes, comme d'habitude. Et nous serons prêts à visualiser, enfin, je l'espère, mais normalement il n'y a pas de souci, notre fameuse carte Linky liée à Enedis. Alors, si évidemment le serveur de Enedis répond, il n'y a pas de raison. Voilà, donc ce qu'il reste à faire, c'est d'aller dans l'aperçu. Il va falloir lui dire, faire le lien de cette nouvelle carte. Donc on va dans éditeur l'interface. Donc si vous comprenez bien, si je fais le plus, ben, cette carte Linky n'apparaît pas encore, ce qui est normal. Il faut lui dire. Alors j'abandonne ici. Et si vous recliquez quand vous êtes en mode édition, de nouveau, vous avez l'éditeur de configuration RAW. Et là, c'est l'éditeur brut. Okay, donc grosso modo, si vous tapez tout en ligne de commande. Et ce que je vais faire, c'est que tout en haut, je vais lui rajouter quelques lignes de commande, celle-ci. D'accord? Donc c'est des ressources pour lui dire que grosso modo, il y a une nouvelle carte à aller chercher, à aller définir, et qui se trouve là-dedans, dans le répertoire config/w. Bon, j'enregistre. Voilà. Voilà, j'enregistre. Je vais devoir redémarrer, encore une fois. Excusez-moi, dans configuration, général. On fait une petite vérification de la configuration pour être sûr. Allez, c'est parti pour redémarrer. Et enfin, nous serons prêts à aller rajouter cette carte custom où les informations du Linky va apparaître. Mais avant, on va quand même vérifier que l'on a un nouveau capteur qui apparaît avec toutes les informations. Et donc, pour aller vérifier qu'on a un nouveau capteur, une nouvelle entité, on va aller vérifier ici que ça apparaît. Quelques secondes. Que tout redémarre. Voilà. Donc, vérifions que ce capteur virtuel est apparu. Oh, regardez, nous avons un nouveau capteur qui est apparu avec plein d'informations ici sur le Linky. D'accord? Donc, les données arrivent. Nous allons maintenant vérifier que la carte aussi d'affichage spécifique a été développée, Linky Custom fonctionne. Donc, on va faire ajout. Voilà. Édition. On va faire un plus et on va choisir une carte manuelle. Et on va aller recopier ces deux lignes là pour dire qu'on a une entité manuelle. Voilà, tchac. Et on fait enregistrer. Et regardez ma nouvelle carte qui apparaît sur le Linky. Ça m'indique pour la veille, avec un différé de 24 heures, que la veille j'ai consommé 3,6 kWh en heure creuse, 6,3 en heure pleine. Je suis à moins 21%, 64% d'heure pleine. Mon prix avec les tarifs d'heure pleine, d'heure creuse que j'ai déjà eu, et puis j'ai un historique ici sur les derniers jours, sur les 5 derniers jours. Donc c'est assez sympa. Et donc, bon, c'est, on va dire, sans installer le moindre ESP, on commence à avoir des informations sur notre consommation, ok, et qui sont retournées dans Home Assistant. Donc voilà pour cette longue vidéo 4, ok, mais ça y est, on a commencé à intégrer les choses, et puis en fur et à mesure que maintenant qu'on a installé le broker MQTT, on va commencer à faire un peu de capteur. Ben, je vous dis à la prochaine.